Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, clôture mensuelle, sans grande surprise. On a clôturé au-dessus des 23 000 $ par rapport à Bitcoin, un tout petit peu plus de 1600 $ vis-à-vis de Ethereum. Est-ce qu'on peut continuer et poursuivre ce petit rallye haussier, ce rallye printanier? En tout cas, rien n'indique le contraire. On va parler bien évidemment S&P 500 avec une potentielle tête-épaule inversée en mensuel, que ce soit sur le prix ou sur le RSI en 14 périodes. J'aimerais absolument vous la montrer, puisque si on venait à breaker la résistance, pensez bien qu'il y aurait potentiellement une accélération haussière. Chasse aux sorcières chez les exchanges, Huobi, Bybit, Binance, vis-à-vis des sanctions américaines contre la Russie, et puis les sanctions de l'OTAN contre la Russie, BUSD qui s'effondre. On va parler de plein de choses dans cette vidéo. On va essayer de la tenir une vingtaine de minutes. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez les liens dans la description. On est plus de 12 000 sur ce Discord et vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Une nouvelle bougie en mensuel sur Bitcoin, sur la clôture du mois de février. Donc le 28 février, c'était hier, nous sommes aujourd'hui le 1er mars. La bougie étant verte, on peut partir du principe qu'on a potentiellement une continuation de tendance haussière sur des grandes time frames pour aller chercher potentiellement des objectifs que nous étions fixés il y a plusieurs semaines, voire moins maintenant. 28 000 $, premier arrêt, 33 000 $, target deadmate, 42 000 $. Le point de contrôle ultime qui nous rapprocherait très proche d'une zone de rechargement de vente logique de fond très long terme par rapport à cet enclenchement de bear market. Ce sont des objectifs et à ce moment-là, il faudra bien évidemment prendre des take profits. C'est que de la gestion du risque, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On va parler très rapidement au niveau de la petite clôture Ichimoku Kikoyo sur Bitcoin vis-à-vis du mensuel, donc plutôt propre pour le coup. Alors, rien de plus à ajouter par rapport à ce qu'on avait observé précédemment. Est-ce que éventuellement on peut peut-être voir une espèce d'attaque baissière qui pourrait se mettre en place? On va essayer de zoomer très fortement juste ici. On a passé au niveau de notre Chikunuspan, on a passé le prix, donc on l'a clôturé juste dans la bougie ici. On n'a pas encore clôturé cette bougie ici, donc on peut très bien faire une explosion haussière et se retrouver bien évidemment au-dessus du prix. On a des objectifs très proches ici au niveau de notre Kijun, donc Tenkan on est passé au-dessus, donc on a continué à se déprécier là. La Tenkan essaye de pénétrer au niveau du nuage qui est extrêmement fin. On peut très bien continuer à ranger, bien évidemment, on n'est pas à 2 mois près, on n'est pas à 3 mois près, mais tout porte à croire qu'on peut bien évidemment continuer ce petit rallye haussier. La tendance est notre ami, et c'est exactement ce qui s'était passé. Ici, on avait aussi ce même effet-là, on était parti chercher la petite Kijun, une Kijun qui était descendante et une Kijun ici qui était aussi montante. C'est exactement une fractale qu'on se retrouve, copier-coller par rapport à 2018. Donc on peut avoir cette petite accélération, cette continuation haussière, sans aucun problème. En tout cas, rien ne nous indique le contraire. C'est ça, en fait, la moralité de l'histoire. C'est que si on prend des grandes time frames, tout est vert jusqu'à preuve du contraire. On a bien initié cet arrachement haussier précédemment par rapport à la bougie du mois de janvier. Il faut tout simplement la confirmer quand on double ou quand on fait un double up sur un actif ou quand on fait un plus 30% sur Bitcoin. Le plus probable, c'est qu'il refasse bien évidemment 30% avant de retrouver des zones de résistance. Et les zones de résistance en mensuel, elles se trouvent actuellement à 36 000 $. 36 000 $, vous vous rappelez, c'était d'ailleurs un objectif de JP Morgan ou de Goldman Sachs, me semble-t-il, sur Bitcoin par rapport à tout ce bear market. Est-ce qu'on va pouvoir potentiellement y aller en 2023? C'est probable, donc potentiellement, pourquoi pas le jouer? Même si beaucoup l'ont oublié, moi je ne l'ai pas oublié, et partez du principe de ceux qui disent, ils le font généralement, et s'ils ont délimité une target il y a plusieurs mois en arrière à 36 000 $, partez du principe qu'ils ont des take profits qui seront bien évidemment pris sur ces niveaux de valorisation côté Bitcoin, toujours dans la gestion du risque. On repart très rapidement au niveau du S&P 500, parce que ça c'est très joli à observer. On se passe en mensuel, j'ai tout effacé, rien ne nous intéresse plus que le prix et uniquement le prix, et ici vous avez une épaule, tête, épaule, inversé. Si on venait à clôturer la résistance mensuelle, ça veut dire sur le mois de mars, au-dessus des 4120 points ou 130 points, vous aurez une confirmation d'une épaule, tête-épaule inversée, avec des objectifs que vous pouvez en fait retranscrire à la hausse, qui vous enverrait très proche des 4400, 4500 points. C'est aussi notre objectif qu'on s'était donné pour ce courant d'année 2023. Vous avez exactement le même phénomène sur le RSI qui est en train de travailler sa neutralité des 50. D'ailleurs, si vous reprenez par rapport au Cracovie de mars 2020, on est parti exactement chercher les mêmes points, entre guillemets, au niveau du RSI, 14 périodes sur les 42 points au niveau de cet oscillateur. Épaule, tête, épaule inversée. Si on venait à clôturer ici au-dessus des 53 points, les 53 points sont beaucoup utilisés sur cet oscillateur sur
sur Bitcoin. Si on vient à clôturer au-dessus des 53 points, c'est très haussier. Si on est en dessous, potentiellement toujours dans une dynamique tendancielle baissière. On va regarder juste après si vous le souhaitez. Si on venait à clôturer au-dessus, très bullish bien évidemment. Et on peut avoir en fait un phénomène d'accélération haussière. On y est encore loin en mensuel, qu'on pouvait voir au niveau de Bitcoin. Donc peut-être une résistance sur les 53 points et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous le voyez ici, c'est exactement la même chose. On peut éventuellement bloquer là et puis Bitcoin sera très proche des 30 000, 33 000 $. C'est à ce moment-là qu'on aura des premières résistances, tout simplement. Donc je pense pas qu'on retrouve des plus bas ou des plus bas niveaux au niveau de Bitcoin dans les prochaines semaines. En tout cas, rien ne nous l'indique, donc je ne peux malheureusement pas le jouer. C'est pas parce que je le joue pas que je ne l'anticipe pas, et ça fait partie bien évidemment de mon scénario. Et à ce moment-là, je serai bien évidemment prêt pour pouvoir en profiter. Ce sera ni plus ni moins que pour moi une opportunité. Est-ce qu'il y a plus de liquidité au sud? Est-ce qu'il y a plus de liquidité au nord? Ça, on peut regarder au niveau de Trading Light. Je trouve ça intéressant, ce petit outil-là. En fait, les premières poches sur des rebits vis-à-vis de notre ami Bitcoin, elle se trouve sur les 20 000 $. Si vous voulez, vous avez beaucoup d'ordres qui se sont positionnés. Vous avez un décroissement assez net au niveau des open interest vis-à-vis de Deribit. Donc aujourd'hui, le train, entre guillemets, n'est pas surchargé. Les open interest sont relativement bien équilibrés. On a d'ailleurs sur Coinalyse une toute petite recrudescence au niveau des open interest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a autant de longs que de bears, entre guillemets, autant de shorts et que de longs qui se créent sur ce marché, tout simplement. Donc on pourra dégommer un dans un sens comme dans l'autre, ou les deux. Moi, généralement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Mais attention à ne pas se créer des billets trop bull ou trop bear si on venait à choisir une direction court terme. Ici, 20 000 $ pour celles et ceux qui souhaitent potentiellement acheter le dip, c'est clairement une bonne zone d'entrée. Les 20 600, 20 000 $, vous avez beaucoup d'autres qui sont positionnés. Et ensuite, vous en avez, un gros paquet. Si vous voulez potentiellement vendre vos tokens, ou en tout cas vous soulager d'une partie de vos tokens préférés, que ce soit crypto ou que ce soit Bitcoin, faites-le à partir des 27 000 $, 28 000 $. Pour le coup, c'est vraiment des TP qui seront pris. En tout cas, Deribit a déjà mis en place. Est-ce que ça peut être considéré comme du spoofing? C'est pas complètement possible, ça peut complètement disparaître. Bien évidemment, ce qui fait le prix d'un actif ou d'un asset, ce sont les ordres au marché, que ce soit des ordres de vente ou des ordres d'achat au marché. Et partez du principe qu'il y a déjà du monde qui se sont positionnés un tout petit peu plus haut, et ce jusqu'aux 40 000 $. Et on avait une target potentiellement jusqu'aux 42 000 $. Ça, c'est clairement une vision assez claire au niveau des Deribit. Il y a quand même du monde au nord. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'en fait on ne peut pas y aller. Ça veut dire que si les échangeurs décident d'y aller, de rouvrir les vannes de la liquidité, à partir du principe que c'est beaucoup d'argent pour les brokers et beaucoup d'argent pour les échangeurs d'aller filer tous ces ordres-là, puisqu'il y a beaucoup de volatilité. Si on vient à craquer la résistance, il y a tous les acheteurs de breakout, tous les acheteurs de cassures de résistance qui vont se mettre dans le bateau, et ça peut, et beaucoup de liquidation de short bien évidemment, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, mais si on part du principe qu'on essaye de résoudre au nord, jusqu'à preuve du contraire, on ne le sait pas actuellement, on ne traite que ce qu'on voit et non pas ce qu'on le croit, et actuellement ce qu'on voit c'est qu'on est en train de rien faire, on est en train de ranger tout simplement, ou de consolider sous résistance, en vue potentielle de venir la briser. Une résistance se brise, un support se casse, et c'est toujours la même chose qu'on peut bien sûr l'encadrer. Et d'ailleurs, tous les supports précédents par rapport à tout ce bear market qu'on peut appeler, ou un retracement brutal au niveau de Bitcoin, etc., en fait, se sont fait littéralement dégommer. Elles se sont toutes fait littéralement dégommer tout au long de l'année 2022, la pire année d'ailleurs sur les marchés. Depuis une cinquantaine d'années, je tiens à le rappeler, bien évidemment. Donc voilà, on peut éventuellement aller chercher beaucoup d'ordres ici, qui gargariserait et qui remplirait les caisses de nos échangeurs préférés, ou en tout cas, pas forcément préférés, mais en tout cas qu'on utilise au quotidien. BUSD s'effondre. Ça, ce sont des petites nouvelles qu'on a ici. Le BUSD qui s'effondre littéralement. Coinbase suspend le trading de Binance USD, donc BUSD. La capitalisation du stablecoin continue de chuter. Est-ce que c'est grave, docteur? En réalité, ce qui nous intéresse, c'est pas la capitalisation du BUSD. Ce qui nous intéresse, c'est le PEG. Tant que ça ne dépègue pas, tout va bien. Alors ici, on le voit très bien au niveau de la capitalisation. On était à 22 milliards, on est passé à 10 milliards. Grosso modo, il y a la moitié de la market cap de BUSD qui a disparu, qui a été brûlée. On peut éventuellement le dire comme ça. Donc c'est parti dans l'USDT, c'est parti dans le DAI, c'est parti dans le USDC, c'est parti dans Bitcoin, c'est parti dans nos cryptoactifs préférés bien évidemment, mais en tout cas c'est pas dans le BUSD. Dès lors, il y a un effondrement au niveau de la capitalisation boursière du BUSD. Est-ce que c'est grave? Non, parce que si vous mettez en fait via BUSD par rapport à notre ami l'USD, parce que c'est ça en fait qu'on va rechercher au niveau du PEG, vous vous mettez en 15 minutes, vous vous mettez en 5 minutes, ça bouge pas d'un pouce quoi. Donc honnêtement, c'est ça en réalité. On peut pas avoir peur d'un effondrement du BUSD. Ce qu'on faut avoir peur, c'est si on venait à dépeg très fortement au niveau du BUSD. Je prends un exemple concret. C'est un FUD qui passe en boucle depuis 2021. On le savait en 2021, et en tout cas il l'a reconnu,
que ce soit Tether, que ce soit Binance, que ce soit beaucoup d'intégrateurs ou d'agrégateurs de stablecoin, n'avaient pas la parité parfaite entre les réserves et leurs stablecoins. La question à savoir, c'est aujourd'hui, on vient de perdre une capitalisation boursière de 52%. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça casse? Pour l'instant, ça tient. Si on venait, par exemple, à reperdre encore 50%, ça veut dire que la capitalisation boursière au niveau de BUSD serait en fait de 25%, donc 5 milliards de dollars, si vous voulez. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient plus? Et si on venait en fait que BUSD tient 1 milliard de dollars, est-ce que Binance peut aujourd'hui prouver qu'ils ont 90, 95, 92, 96% de collatéralisé, ou ce qu'on souhaite nous, c'est 100, voire 110%. Ça a été la mode un petit peu par rapport à juste après le crash de FTX, où tout le monde se gargarisait de dire, nous, dans nos réserves, on a 110% de Bitcoin vis-à-vis de nos clients. Nous, on a 107% d'Ethereum vis-à-vis de nos clients, etc., etc. La question à savoir, c'est est-ce qu'ils ont plus de dollars que de stablecoins actuellement, qui tournent et qui gravitent sur l'intégralité de la cryptosphère? C'est ça, en fait, la question qu'on est en train de se poser. Tant qu'on ne dépèque pas, il n'y a pas de peur à avoir. Tout n'est que FUD, et tout n'est que titres, et les titres que vous avez sur les médias, que ce soit de la cryptosphère, que ce soit traditionnel ou que ce soit sur YouTube, l'objectif c'est de faire cliquer pour qu'on puisse lire leur contenu ou regarder les vidéos YouTube, bien évidemment. Donc aucune peur à avoir par rapport à ça. Le BUSD est très résilient, le BUSD tient, mais bien évidemment ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Faites vos recherches de votre côté, j'en utilise 4 personnellement, USDC, DAI, USDT et BUSD pour ma part. On continue avec le fameux mois rouge, le printemps rouge par rapport à l'inflation. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça par rapport à des fortes augmentations des prix vis-à-vis de la grande distribution, notamment en France, en Europe, etc. Ça vient d'où? En fait, ça vient de la clôture des négociations annuelles vis-à-vis de la grande distribution. Vous avez des acheteurs, et les gros mois des acheteurs, en réalité, c'est le premier trimestre de chaque année, et vous venez en fait de clôturer tout au long de l'année pour les prix qui vont être découlés vis-à-vis des fournisseurs et des distributeurs sur la planète grande distribution. Voilà, c'est ça la réalité. Et effectivement, il y a quand même beaucoup de prix qui ont été en dessus de ce qu'on pouvait espérer vis-à-vis d'une forte accroissement au niveau des prix, des coûts des matières premières, des coûts de transport, du pétrole, des énergies fossiles et tout ce que vous voulez. Donc grosso modo, c'est plus 10%. On peut potentiellement connaître un mois rouge ou un printemps rouge ou une année rouge et les prix continueront et ne cesseront d'augmenter. Vous avez en fait un indicateur sur l'année 2022, début 2023, avec plus 12% sur les produits de première nécessité de grande distribution dits alimentaires. Vous avez du plus 6% actuellement au niveau de la zone, euro, c'est 8,3% me semble-t-il sur l'année 2022, on est en deçà, donc on peut éventuellement la récupérer, on est à 6% en France. En fait, c'est dramatique, il faut pas croire que c'est une bonne nouvelle, c'est très élevé. Puisqu'encore une fois, ces taux d'inflation, c'est une moyenne. Et celles qui ont le plus pris, malheureusement, c'est une hausse des prix alimentaires, plus 12%. Et ça fait extrêmement mal, surtout pour les personnes les plus modestes. Donc, est-ce que Bruno Le Maire va continuer à sortir ses tickets restaurants où c'est même pas des réformes, mais c'est pour essayer de tamponner ou temporiser au niveau de la gravité vis-à-vis des foyers les plus modestes français, ou même partout, on peut l'imaginer partout en Europe, parce je pense qu'on pourrait travailler à l'unisson vis-à-vis de ces situations-là, que ce soit au niveau du gaz, de l'électricité, du tabac, de l'essence. Aujourd'hui, on paye un essence à 2 € le litre, c'est juste dingue. Faut quand même imaginer que lorsqu'il y a eu l'explosion au niveau des gilets jaunes, c'était juste avant le Covid, c'était en 2019, rappelez-vous que le prix du gasoil avait augmenté de 7 centimes, et on était à ce moment-là sur un prix moyen à 1,36 € au niveau du gasoil. Aujourd'hui, on parle de 2 € le litre. On est proche de quelque chose de fou. En réalité, il faut vraiment le comprendre comme ça. Est-ce que ça peut être un catalyseur? En réalité, oui, ça peut être un catalyseur, mais on ne peut pas le jouer, on ne peut pas le pricer. Mais je ne serais réellement pas surpris de voir des millions de personnes partout en Europe dans les rues vis-à-vis de cette inflation. Si vous voulez une diminution au niveau de l'inflation, ne virez pas les gens, mettez-les dans la rue, vous verrez que vous aurez potentiellement une baisse des prix, bien évidemment, tout simplement. Donc, je pense qu'on est à l'aube peut-être de quelque chose, et ça commence à tourner de plus en plus, pas forcément sur un narratif pessimiste, mais on commence à l'embrayer avec la crise, avec la réforme des retraites, et je parle plutôt en France, mais je pense que ça peut être un cas généralisé partout en Europe, et ça tiendra bien évidemment compte de cette inflation qui n'arrive pas à être maîtrisée par nos banques centrales et nos banques nationales vis-à-vis de notre État respectif, quels que soient les outils et les mécanismes fiscaux qu'on peut mettre en place pour éventuellement essayer d'atténuer cette pression inflationniste vis-à-vis des foyers les plus modestes. Et oui, c'est difficile. Quand on a de moins en moins d'argent, généralement, on est un petit peu renfermé sur soi-même, on est un petit peu renfermé chez soi et on a du mal à exprimer notre colère. Il faut qu'il y ait une boule de feu, il faut qu'il y ait un événement catalysant.
et pourquoi pas ressortir les gilets jaunes pour essayer de faire avancer tout ça et prendre des réelles décisions très fortes et des décisions communes. Ensemble, on va loin. Tout seul, bien qu'on va vite, ensemble, on va loin. Et ensemble, on est beaucoup plus fort. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire vis-à-vis de cette situation-là. Je suis en fait très, très alerte par rapport à cette potentialité d'un mois rouge ou d'un mars rouge avec une hyperinflation, une inflation qui reprend aux États-Unis. Ne nous y trompons pas, on peut repartir avec une inflation positive aux États-Unis. On est tous en train de regarder en fait ces courbes qui sont extrêmement descendantes, mais si on voit une courbe qui commence à s'inverser, ici vous l'avez en rouge, me semble-t-il, ou en noir, voilà, ici, on continue en fait à voir cette inflation en fait décroissante, hein, ça descend, on va le mettre en haut. On le verra beaucoup mieux juste ici. Mais si vous voyez un truc comme ça, honnêtement, ça, c'est pas bon l'histoire. Ça peut être clairement un indicateur de peur qui peut catalyser un effondrement, une chute, pour contraindre en fait les banques centrales à réagir de façon beaucoup plus active. Et puis, il n'y a pas vraiment de solution finalement. Si on commence à voir avec une remontée des taux aujourd'hui aux États-Unis à 5%, ce sera 5% à partir du 22, je crois que c'est le 22 mars, me semble-t-il, le FOMC, c'est quand? Je l'avais pris ici, c'est le 22 mars exactement. Si le 22 mars, on augmente les taux de 0,25 points, actuellement c'est le consensus, si on augmente de 0,50 points, ça risque un petit peu d'avoir de la volatilité, voire potentiellement catalyser une baisse. Mais si on commence à observer au niveau du CPI une augmentation vis-à-vis de l'inflation, waouh, ça va être très très dangereux. On veut vraiment voir, surtout avec le nouveau calcul, une décroissance. Il faut quand même s'en préoccuper. Je dis pas que tout va dans ce sens-là. Je dis juste qu'il faut s'en préoccuper. Et également sur une augmentation au niveau de 10% des marges et des prix alimentaires, partez du principe que ne soyons surtout pas étonnés de voir des Walmart, de voir des Carrefour qui ont des chiffres et qui retrouvent de la rentabilité avec des bénéfices par action qui sont juste délirants. Généralement, le bonheur des uns, c'est le malheur des autres. Évidemment. C'est à quel moment ils ne pourront plus vivre leurs produits. Soit on descend la qualité, en potentiellement rognant sur les prix, mais les distributeurs ne rogneront pas sur leurs marges. Tant qu'ils peuvent, ils continueront à en pousser jusqu'à ce que ça devienne complètement irrationnel. Tout simplement. C'est grave, mais c'est pas irréversible, bien évidemment. Et le problème, c'est la direction, et c'est comment l'inflation s'installe dans le temps. Chasse aux sorcières, KuCoin et Yubi sont accusés de permettre aux banques russes d'enfreindre les sanctions. Ok, alors c'est pas que KuCoin et Yubi, hein, c'est tout le monde. Binance également, Bybit également, avec des KYC, avec la possibilité de transformer des roubles en Bitcoin, en USDT, avoir du dollar, etc. Donc en réalité, on s'organise au sein de ces technologies blockchain, etc. Ça peut être potentiellement un narratif relativement, pas forcément baissier, mais relativement perturbateur vis-à-vis de la SEC, vis-à-vis de la Banque centrale américaine, vis-à-vis de l'AMF, vis-à-vis de tous ces corps de contrôle et des organes de contrôle et de régulation qui pourraient nous embêter parce que les Russes ont la possibilité et les échangeurs ne font pas leur job, etc., 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 etc. Donc c'est clairement de la chasse aux sorcières. Je pense que ça se finira, comme dans 99% des cas, ça se finira après par des amendes records. Voilà, comme ça vous avez mon narratif, on se souviendra de cette petite phrase-là, comment ce genre de truc en fait se finit par des amendes records. Ça tombe bien, ils ont beaucoup d'argent, soyez complètement convaincus par rapport à ça. En tout cas, ceux qui savent le gérer, qui ne font pas n'importe quoi avec l'argent de leurs utilisateurs, évidemment. Mais on ne fait que le constater, hein, c'est toujours la même chose. Mais malgré la guerre, les États-Unis amènent des astronautes russes dans l'ISS. Et ça ne change pas. Et ça, c'est quelque chose de relativement récurrent. On a l'impression que l'espace, si vous voulez, l'espace, c'est un petit peu comme le monde de la crypto. C'est quelque chose de très... comment on dit ça? De très... c'est pas communautaire, c'est pas... très exclusif. Voilà, si vous voulez, aujourd'hui, si on doit comparer un petit peu tout l'univers des ruptures technologiques de la blockchain, des crypto-monnaies, etc., partez du principe que c'est aussi exclusif que la conquête de l'espace. Il y a un tout petit groupe d'individus qui en profitent, il y a un tout petit groupe d'individus qui comprennent cette technologie, il y a un tout petit groupe d'individus qui essayent d'améliorer, finalement, ces secteurs-là. Donc on peut comparer, alors c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais d'un point de vue exclusivité, d'un point de vue capitaux qui sont générés, d'un point de vue promesses, d'un point de vue technologique, d'un point de vue tout ce que vous voulez, la course à l'espace, ça peut être considéré comme les ruptures technologiques de l'ère Internet ou des technologies blockchain ou du quantique demain ou de l'intelligence artificielle. Ce sont des petits, c'est très exclusif qui demain, potentiellement, pour l'espace, ça met beaucoup plus de temps, mais on aura peut-être du tourisme spatial, on aura peut-être des millions de personnes qui partiront dans l'espace en vacances, etc., etc. Donc ça va probablement prendre un peu plus de temps
pour l'espace que pour la blockchain et pour les crypto-monnaies ou comme ça avait été pour Internet, mais ça a pris quand même une trentaine d'années. Bien évidemment, il y a aussi des coûts, des choses comme ça qui sont inhérentes, mais il faut juste le représenter comme ça, comme un tout petit secteur niche en réalité. Et dans ces secteurs niches, eh ben, visiblement, la Russie est encore la bienvenue, évidemment, tout simplement. Atos, qui a des résultats relativement rassurants. Je voulais vraiment vous en parler parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Atos. On pourrait reprendre quelques petites cryptoactifs ensemble ou quelques petites actions. Ça me fait vraiment plaisir d'en parler avec vous. Et il reprend quelques pourcents plutôt intéressants. Je vais juste passer un daily ici. Je vais enlever Ishimuru Kinkoyo et puis je vais remettre mes petits trucs juste ici. J'ai pas la souris, mais c'est pas grave. C'est pour ça que vous employez le petit clic-clic. Ok, donc ça pousse plutôt pas mal. Au niveau d'Atos, on reprend du 10%, etc. On avait payé le point bas ici par rapport à une forme de consolidation. Je vais passer en weekly, vous allez le voir beaucoup mieux. Regardez ça. C'est plutôt propre, ce qu'on est en train d'observer sur le volume profile. Voilà, grosse réaccumulation. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Donc toute cette baisse s'est faite en réalité dans des prises de profit, dans de la peur, dans la capitulation, dans tout ce que vous voulez. Et là, vous avez des volumes qui sont extraordinairement élevés par rapport à toute cette baisse ici. On fait des structures. Ici, c'est très intéressant potentiellement pour un investissement 1 ou un investissement 2. Moi, j'ai pris des poches de liquidité sur l'investissement 1. Donc, si vous n'êtes pas dans Atos, ça peut être intéressant puisque ça commence potentiellement à retrouver des choses ou un narratif, que ce soit avec Airbus, que ce soit avec d'autres très grandes entreprises qui sont en train de regarder vis-à-vis du plan. C'est pas un plan de sauvetage, c'est un plan de réorganisation vis-à-vis de Atos. Et les actionnaires sont plutôt propices à ça et vous avez eu des résultats plutôt satisfaisants. Je sais pas s'ils sont là, les résultats. Je crois qu'ils y sont en daily. Je suis même pas allé voir. Voilà, c'est rouge, c'est vert, pardon. Ça fait plaisir. Donc bénéfice, bah, c'est positif. Une estimation reportée de manquement par rapport aux revenus, ok, mais il y a eu des scissions, il y a eu tout ça. C'est comme Orange, par exemple, où vous avez 20 milliards d'estimations et vous avez eu 10 milliards de revenus. Mais ça, c'est plutôt très, très positif. Donc, si cette action vous intéresse, ça fait partie du CAC 40 qui peut rentrer dans un PEA, bah, vous avez des magnifiques structures qui sont en train de se mettre en place et potentiellement personne n'en parle. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'était ceci aussi. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines ou quelques mois de cela. C'était quand? C'était le 8, c'est marrant ça. La société JP Morgan a déclaré avoir franchi indirectement en baisse le 6 février 2023 le seuil de 5% du capital des droits de vote de la société Atos. En gros, JP Morgan solde sa participation. Vous avez vu ce titre? Ça veut dire que nous, on comprend quoi? Nous, on veut dire que bah, les mecs, ils se barrent en fait de l'action. Ils s'en vont, quoi. Donc JP Morgan, une des plus grandes banques d'investissement mondiales, se casse de l'action Atos. Donc bah, moi, je vais faire pareil, je vais me barrer. Oui, mais en fait, vous reprenez 10 jours plus tard. C'est toujours intéressant. Atos, JP Morgan Chase, dépasse les 5% du capital via leur entreprise qu'elle gère indirectement. Donc, elle redépasse indirectement le seuil des 5%. Elle ne se barre pas. D'ailleurs, je pense même qu'elle continue à acheter et que c'est elle et c'est ce type de structure et de société qui sont en train de retourner ces marchés sur des niveaux de valorisation qui sont complètement en deçà d'une forme de réalité cohérente par rapport à cette boîte-là qui génère des revenus très intéressants et qui ont des technologies très pertinentes. Hein. Donc Atos, je le mets clairement pas à la poubelle, hein. C'est une belle boîte française, je m'étais intéressé à cette boîte-là, j'y ai failli d'ailleurs y travailler il y a quelques années. Non, ça reste quand même une belle boîte, et vous avez des magnifiques structures en W, dans des W, dans des W, dans des W weekly. Waouh! Waouh! Donc intéressant, on prendra bien sûr notre exit 50 ici, potentiellement d'aller chercher un premier arrêt, mais vous avez peut-être la construction de nouveaux bottoms de marché par rapport à l'action Atos. Pas plus de choses à dire. Qu'est-ce qu'on attend? On attend quoi? On attend qui? C'est ça la vraie question à se poser par rapport à cette reprise de flux finalement. On est en train de ranger et on regarde des trucs en 15 minutes, en 5 minutes, en machin pour essayer de trouver des petits points hauts, des petits points bas dans cette toute petite lessiveuse. On est en train de strictement rien faire, hormis en train de travailler sur résistance. On attend tout simplement l'ouverture des vannes de la liquidité des brokers. C'est exactement ce qu'on attend. Ça peut arriver maintenant, ça peut arriver dans 3 heures, ça peut arriver dans une semaine, ça peut arriver dans un mois et demi. Que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse. Tout simplement. C'est ça qu'on attend. Et je rappellerai quelque chose de capital. Nous qui sommes très régulièrement devant les écrans, mais plutôt pour aller chercher des petites news, regarder des petites patterns, des épaules tête épaules inversées sur les S&P 500, en fonction du break, et bah, au moins on l'aura vu, on l'aura anticipé, et potentiellement comment on peut l'encadrer avec notre propre gestion du risque. Mais clairement, partez du principe, et je pense que c'est encore une fois capital de bien le comprendre, quand vous êtes en dehors de ce marché-là, quand vous n'y êtes pas, quand vous le regardez de loin pour dire j'attends le bon moment pour investir, bah faut juste comprendre que 3% de la performance, 97% de la performance se passe 3% du cycle. Ça c'est super important. 97% de la performance d'un actif
se passera 3% du cycle, pendant une durée de 3%. Vous imaginez à quel point il faut être derrière les écrans. Et d'ailleurs, beaucoup ont loupé, en fait, cette petite hausse-là. Sauf ceux qui sont investisseurs. Je prends, j'attends dans des zones et je suis ma stratégie. Si vous voulez potentiellement essayer de vivre et d'essayer de partager ces magnifiques hausses, etc., je pense que c'est très chronophage. Je parle plutôt, après, il faut plutôt se rendre trader amateur, trader professionnel expérimenté, voire très expérimenté. Mais soyez complètement convaincus que 97% de la performance de Bitcoin se passera sur une time frame ou sur un laps de temps de 3% de tout un cycle. C'est super important, hein. Du point bas jusqu'au point haut. Capture de la valeur et capture de la performance qui se passe en un minimum de temps. Voilà pour ça. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve potentiellement après-demain pour une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.